Cléopâtre la Septième a régné sur l'Égypte pendant 22 années consécutives en co-dirigeant avec ses frères, qui sont aussi par tradition ses maris officiels, Ptolémée le XIIIe et Ptolémée le XIVe, puis en se mariant de facto avec le général romain Marc-Antoine. Elle s'est fait connaître pour ses amours avec Jules César et Marc-Antoine. La majeure partie de l'historiographie ancienne lui est défavorable. Certains pensent que la diffamation de Cléopâtre a été le fait du vainqueur de l'Égypte Octave et de son entourage, qui ont cherché à calomnier la reine de toutes leurs forces, en la présentant non seulement comme une dangereuse ennemie de Rome, mais aussi comme un génie maléfique de Marc-Antoine. Cependant, certains historiens continuent de croire que la lubricité et la ruse qui lui sont attribuées étaient réelles. Par exemple, l'historien romain Aurelius Victor juge Cléopâtre ainsi. Elle était si lubrique qu'elle se prostituait souvent et possédait une telle beauté que beaucoup d'hommes ont payé de leur vie le fait de la posséder pour une nuit. Cléopâtre est née en 69 avant notre ère, apparemment à Alexandrie. Elle est l'une des 3 filles du roi Ptolémée le XIIe, peut-être par une concubine, puisque Strabon note que ce roi n'a eu qu'une fille légitime, Bérénice la quatrième. Cléopâtre se caractérisait par son charme puissant, son attrait, qu'elle utilisait parfaitement pour séduire. Elle avait en outre une voix enchanteresse et un esprit brillant et aiguisé. Cléopâtre était manifestement bien éduquée. Cléopâtre est devenue une véritable reine polyglotte, parlant, en plus de sa langue maternelle, le grec, l'égyptien, l'araméen, le vieil éthiopien, le vieux persan, l'hébreu et la langue des berbères. Un peuple qui vivait dans le sud de l'ancienne Libye. Ses compétences linguistiques n'ont pas échappé au latin. Une fois en Égypte, César tente de renflouer ses caisses avec les dettes que Ptolémée le XIIe avait contractées auprès du banquier romain Rabirius lors de ses efforts pour le rétablir sur le trône et que César avait maintenant mises à son propre compte. Peu après son arrivée à Alexandrie, César convoque Cléopâtre dans sa maison d'Alexandrie. Entrer dans la capitale, gardée par les hommes de Ptolémée, n'est pas chose aisée. Cléopâtre est aidée par son admirateur, le Sicilien Apollodore, qui fait entrer clandestinement la reine dans un bateau de pêche, puis la transporte dans les appartements de César, cachée dans un grand sac de couchage. Se jetant aux pieds du dictateur romain, Cléopâtre commence à se plaindre amèrement de ses oppresseurs, exigeant l'exécution de Pothinus. Pothinus, eunuque, précepteur du roi égyptien Ptolémée le XIIIe, régent et dirigeant de facto de l'Égypte pendant son règne. César, âgé de 52 ans, est subjugué par la jeune reine. Une chose est sûre, elle a partagé le lit du dictateur romain et l'a conquis. Son mari s'est rendu compte au matin qu'il avait perdu. Il avait déclenché une guerre sans espoir avec Rome et y avait succombé. Les rebelles sont vaincus le 15 janvier 47 au lac Mariou, et dans leur fuite, le roi Ptolémée se noie dans le Nil. S'ensuit un voyage commun de César et Cléopâtre sur le Nil à bord de 400 bateaux, accompagné de festivités bruyantes. Cléopâtre, officiellement mariée à un autre de ses frères mineurs, Ptolémée le XIVe, devient effectivement la souveraine indivise de l'Égypte sous le protectorat romain, garantie par les 3 légions laissées en Égypte. Peu après le départ de César, le 23 juin 47, Cléopâtre donne naissance à un fils nommé Ptolémée César, mais qui passera à la postérité sous le surnom de Césarion donné par les Alexandrins. On disait qu'il ressemblait beaucoup à César par son visage et son attitude. César combat le roi du Pont, Pharnace, puis les derniers partisans de Pompée en Afrique. Dès la fin des guerres, il convoque Cléopâtre à Rome, officiellement pour forger une alliance entre Rome et l'Égypte. Cléopâtre se voit attribuer la villa de César dans ses jardins sur les rives du Tibre, où elle reçoit les nobles romains. Les républicains sont extrêmement irrités par cette situation et c'est l'une des raisons qui ont précipité la mort de César. Le bruit court même que César va prendre Cléopâtre comme seconde épouse et déplacer la capitale à Alexandrie. Cependant, le testament officiel de César ne contient aucune mention de Césarion, qu'il n'ose donc pas reconnaître comme son fils. César a été assassiné dans le cadre d'une conspiration le 15 mars 44 avant notre ère. Un groupe de sénateurs dirigé par Gaius Cassius et Marcus Brutus organise un complot visant à assassiner César et à restaurer la République. Lors d'une réunion du Sénat à la mi-mars, les conspirateurs attaquent le dictateur avec des poignards et lui infligent 23 blessures, dont il meurt sur le coup. Un mois plus tard, à la mi-avril, Cléopâtre quitte Rome et arrive à Alexandrie en juillet. Peu après, Ptolémée le XIVe, âgé de 14 ans, meurt.
Selon Joseph Flavius, il aurait été empoisonné par sa sœur. La naissance de son fils donne à Cléopâtre un co-empereur officiel. Dans cette situation, un frère en pleine maturité n'est absolument pas nécessaire pour elle. La guerre entre les assassins de César, Cassius et Brutus d'une part, et ses successeurs Antoine et Octave d'autre part, impose à la reine d'être rusée. L'Orient est aux mains des assassins de César. Brutus contrôle la Grèce et l'Asie mineure, tandis que Cassius s'installe en Syrie. Le gouverneur de Cléopâtre à Chypre, Sérapion, aide Cassius en lui fournissant de l'argent et une flotte, avec l'accord incontestable de la reine. Cléopâtre a équipé la flotte ostensiblement, comme elle l'a assuré plus tard, pour aider les Césariens. En 42, les républicains sont vaincus à Philippe. Cléopâtre a 28 ans lorsqu'elle rencontre Marc-Antoine, un général romain de 40 ans. Lorsque le monde romain est divisé après la défaite des républicains, Antoine reçoit l'Orient. Antoine décide de réaliser le projet de César, une grande campagne contre les Parthes. Pour préparer cette campagne, il envoie l'officier Quintus Dellius à Alexandrie pour demander à Cléopâtre de se rendre en Cilicie. Il allait l'accuser d'avoir aidé les assassins de César, espérant apparemment sous ce prétexte obtenir d'elle le plus d'argent possible pour la campagne. Cléopâtre, ayant appris par Dellius le caractère d'Antoine et surtout son amour, sa vanité et son amour de l'éclat extérieur, arrive sur un navire à la poupe dorée, aux voiles pourpres et aux rames argentées, elle-même assise dans les habits d'Aphrodite. De chaque côté d'elle se tenaient des garçons en forme de Cupidon et dirigeaient le navire des servantes vêtues comme des nymphes. Elle invite ensuite Antoine dans son palais pour un somptueux festin. Antoine est complètement enchanté. La reine n'eut aucune difficulté à rejeter les accusations préparées, déclarant que Sérapion avait agi à son insu et qu'elle avait elle-même équipé une flotte pour aider les Césariens, mais que cette flotte avait malheureusement été retardée par des vents contraires. Comme première marque de courtoisie envers Cléopâtre, Antoine, à sa demande, ordonne l'exécution immédiate de sa sœur Arsinoé, qui s'est réfugiée dans le temple d'Aphrodite à Éphèse. C'est ainsi que commença une idylle qui dura 10 ans, l'une des plus célèbres de l'histoire. Antoine, quittant l'armée, suit Cléopâtre à Alexandrie, où il passe l'hiver 41 à 40 avant notre ère, s'adonnant à la boisson et au divertissement. De son côté, Cléopâtre tente de le lier le plus étroitement possible. Plus tard que nous dit, avec lui, elle jouait aux dés, buvait, chassait, était parmi les spectateurs lorsqu'il s'exerçait aux armes, et la nuit, lorsqu'il se promenait dans la ville, en costume d'esclave, s'arrêtant aux portes et aux fenêtres des maisons et lançant ses plaisanteries habituelles aux propriétaires, des gens de rang ordinaire, Cléopâtre est ici, à côté d'Antoine, habillé de la même façon que lui. De 37 à 36 avant notre ère, Antoine lance une campagne contre les Parthes, qui se révèle être un désastre, principalement en raison de l'hiver rigoureux qui sévit dans les montagnes d'Arménie et de Madie. Antoine lui-même échappe de peu à la mort. Cléopâtre reste à Alexandrie où, en septembre 36, elle donne naissance à son troisième enfant d'Antoine, Ptolémée Philadelphe. À Rome, l'union d'Antoine et de Cléopâtre commence à être perçue comme une menace pour l'Empire et pour Octave personnellement. Octave envoie sa sœur Octavie, épouse légitime d'Antoine et mère de ses 2 filles, Antonia l'aînée et Antonia la jeune, rejoindre son mari au début du printemps 35. Cependant, à peine arrivé à Athènes, Antoine lui ordonne de rentrer immédiatement. Cela se passe en présence de Cléopâtre, qui menace Antoine de se suicider s'il reste avec sa femme. Antoine voulait se venger de sa défaite dans la guerre contre les Parthes. En 35, il capture Artavasde, roi d'Arménie, conclut une alliance avec un autre Artavasde, roi de Mydia Atropatène, et fait un triomphe, non pas à Rome, mais à Alexandrie, avec la participation de Cléopâtre et de leurs enfants communs. Un peu plus tard, Césarion reçut le titre de roi des rois, Alexandre Hélios fut proclamé roi d'Arménie et des terres situées au-delà de l'Euphrate, Ptolémée Philadelphe reçut nominalement, puisqu'il avait environ 2 ans, la Syrie et l'Asie mineure, et enfin Cléopâtre Sélénée la seconde, la Cyrénaïque. La nouvelle de la distribution des terres suscite une grande indignation à Rome. Antoine jouit toujours d'une popularité considérable au sein du Sénat et de l'armée, mais par ses frasques qui défient les normes et la tradition romaine, il a lui-même donné à Octave une arme contre lui-même. En 32, l'affaire a dégénéré en guerre civile. Octave déclare qu'il s'agit d'une guerre du peuple de Rome contre la reine d'Égypte. Antoine et Cléopâtre préparent pour la guerre une flotte de 500 navires,
dont 200 Égyptiens. Antoine a mené la guerre avec lenteur, se livrant avec Cléopâtre à des festins et des festivités dans toutes les villes grecques et laissant à Octave le temps d'organiser l'armée et la flotte. Alors qu'Antoine ralliait les troupes sur la côte ouest de la Grèce, sur le point de passer en Italie, Octave lui-même passa rapidement en Épire et imposa la guerre. Le séjour de Cléopâtre dans le camp d'Antoine, ses intrigues constantes contre tous ceux en qui elle voyait des ennemis, ont desservi Antoine, poussant de nombreux partisans de ce dernier à rejoindre l'ennemi. Les transfuges informent Octave du contenu du testament d'Antoine, qui est aussitôt retiré du temple de Vesta et publié. Antoine reconnaît officiellement Cléopâtre comme son épouse, les fils de celle-ci comme ses enfants légitimes, et souhaite se faire enterrer, non pas à Rome, mais à Alexandrie, aux côtés de Cléopâtre. Le testament d'Antoine le discrédite complètement. Octave, qui n'était pas un grand chef militaire, trouva en Marcus Vipsanius Agrippa un commandant compétent qui mena la guerre avec succès. Agrippa réussit à coincer la flotte d'Antoine et de Cléopâtre dans le golfe d'Ambracie et à le bloquer. Cléopâtre insiste pour obtenir une percée navale. La bataille navale d'Actium a lieu le 2 septembre 31. Lorsque Cléopâtre craint que la victoire ne lui échappe, elle décide de s'enfuir avec toute sa flotte pour tenter de sauver quelque chose d'autre. Antoine abandonne également la bataille et suit Cléopâtre. Antoine retourne en Égypte et ne fait rien pour poursuivre la lutte contre Octave. Il gaspille son énergie dans l'ivresse et les fêtes somptueuses et annonce avec Cléopâtre la formation d'une union des mortels dont les membres jurent de mourir ensemble. Cléopâtre a testé des poisons sur les prisonniers, essayant de trouver celui qui permettrait une mort plus rapide et plus indolore. Cléopâtre se préoccupe de sauver Césarion. Elle l'envoie en Inde, mais il revient plus tard en Égypte. Au printemps 30, Octave s'attaque à l'Égypte. Cléopâtre prend des mesures cruelles pour se protéger de la trahison. Lorsque le commandant du Pélusium, Séleucus, rend la forteresse, elle exécute sa femme et ses enfants. Fin juillet, les troupes d'Octave apparaissent sous Alexandrie même. Les derniers éléments des troupes laissées par Antoine passent l'un après l'autre du côté du vainqueur. Le 1er août, tout était terminé. Cléopâtre s'enferme dans son propre tombeau avec ses servantes de confiance Irada et Armion. Antoine reçoit une fausse nouvelle de son suicide. Antoine se jette sur son épée. Bientôt mourant, il fut traîné dans le tombeau et mourut dans les bras de Cléopâtre, qui pleurait sur lui. Cléopâtre elle-même, serrant un poignard dans sa main, montra sa volonté de mourir, mais entama des négociations avec le messager d'Octave. Apparemment, Cléopâtre garde l'espoir de séduire Octave, ou au moins de négocier avec lui et de conserver le royaume. Octave était moins enclin à la séduction que César et Antoine. Les derniers jours de Cléopâtre sont décrits en détail par Plutarque à partir des souvenirs d'Olympus, son médecin. Octave permet à Cléopâtre d'enterrer son amant alors que son propre sort reste incertain. Elle se dit malade et annonce clairement qu'elle se laissera mourir de faim, mais les menaces d'Octave de tuer ses enfants la contraignent à accepter d'être soignée. Bientôt, l'officier romain Cornelius Dolabella, amoureux de Cléopâtre, l'informe que dans 3 jours, elle sera envoyée à Rome pour le triomphe d'Octave. Cléopâtre lui dit de remettre à Cornelius une lettre pré-rédigée et s'enferme avec ses servantes. Octave reçoit la lettre, dans laquelle il trouve des plaintes et une demande de l'enterrer avec Antoine, et envoie immédiatement des hommes. Les messagers trouvent Cléopâtre morte, en tenue royale, sur un lit d'or. Avant ces événements, Cléopâtre avait reçu la visite d'un paysan avec un pot de fruits, ce qui n'avait pas éveillé les soupçons des gardes. On pensait qu'un serpent avait été transporté dans le pot pour Cléopâtre. On a prétendu que 2 légères morsures étaient visibles sur le bras de Cléopâtre. Le serpent lui-même n'a pas été retrouvé dans la pièce, comme s'il s'était immédiatement éloigné du palais en rampant. Selon une autre version, Cléopâtre aurait conservé le poison dans une épingle à cheveux. Cette version est étayée par le fait que les 2 servantes de Cléopâtre sont mortes avec elle. Il est douteux qu'un seul serpent ait pu tuer 3 personnes à la fois. La mort de Cléopâtre, le 12 août 30 avant notre ère, prive Octave d'une brillante captive lors de son triomphe à Rome. Le cortège triomphal ne portait que sa statue. Octave, le fils adoptif de César, a exécuté le propre fils de César, né de Cléopâtre, la même année. Les enfants d'Antoine sont enchaînés lors du défilé des triomphateurs, puis donnés à Octavie, la sœur d'Octave, épouse d'Antoine, en souvenir de son mari.
Depuis de nombreuses années, la recherche du tombeau de Cléopâtre se poursuit. Lors des fouilles, une statue d'une femme qui pourrait être la légendaire Cléopâtre a été découverte. Mais malgré l'optimisme, Zahi Hawass a déclaré aux journalistes en novembre 2006 « Nous sommes à la recherche de la tombe de Cléopâtre. Avant nous, personne n'avait jamais mené de recherche systématique sur la tombe de la dernière reine d'Égypte. Le tombeau de Cléopâtre, ainsi que celui de Marc-Antoine, n'ont pas encore été retrouvés. La recherche de la tombe des grands amants se poursuit.